C'est le dernier journal de Tru TV sur le canal 395. Dès demain 4 avril, vous nous recevrez sur le numéro 254 du bouquet Canal+. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Voici les titres de l'actualité. Coopération Burkina-Mali. Le Premier ministre malien est à Ouagadougou. Soumaïlou Boubaï Maïga est à Ouagadougou pour témoigner la solidarité du peuple malien au Burkina après les attaques du 2 mars dernier, mais aussi pour parler collaboration entre les deux pays pour la sécurisation des territoires. Vous l'entendrez dans cette édition. Les attaques terroristes sont imputables à l'ancien régime du président Blaise Compaoré. C'est une déclaration de la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance, la COSCA, qui appelle à la vigilance et à l'union sacrée des Burkinabés contre les ennemis du peuple et de la liberté. Et puis, hors de chez nous, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Le Yémen est, selon les Nations Unies, le pays qui vit actuellement la pire crise humanitaire. L'organisation appelle à l'aide pour une population dans l'agonie. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité. Soumaïlou Boubaï Maïga est à Ouagadougou. Le Premier ministre malien est venu témoigner la solidarité de son pays au Burkina Faso, touché par une double attaque sur sa capitale le 2 mars dernier. Cette visite est aussi l'occasion de parler coopération entre les deux pays et la sécurité des territoires est au cœur des discussions. Soumaïlou Boubaï Maïga est au micro de Maxime Bambara. Notre déplacement ici s'inscrit dans les relations d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays, nos deux peuples. C'était une occasion pour nous d'exprimer la solidarité du Mali avec le Burkina Faso, surtout après les récentes attaques terroristes dont il a été victime. Et ça a été aussi un moment pour nous de revisiter ensemble, comme l'a dit le Premier ministre, les pistes de coopération que nous pouvons avoir pour faire face à des défis que nous partageons, parce que nous faisons face à des problématiques similaires. Je pense que nous sommes tous conscients que la menace terroriste est un danger non seulement pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale, mais aussi pour nos processus démocratiques et pour la stabilité de nos institutions étatiques. Sur toutes ces questions-là, nous avons développé de larges convergences et je pense que les recommandations issues de nos travaux vont servir à nos différents responsables au niveau local et régional et national à travailler ensemble pour mettre en œuvre les pistes que nous avons identifiées. Nous avons bien sûr évoqué aussi les questions de développement parce que c'est vrai que les problèmes de sécurité absorbent beaucoup d'énergie et de ressources au niveau de nos États respectifs, mais nous avons aussi parlé du développement parce qu'il faut absolument offrir à nos concitoyens des perspectives d'accès à différentes opportunités économiques, à différentes opportunités d'épanouissement. Et c'est pourquoi nous avons avancé cette idée d'avoir une zone économique spéciale à notre frontière commune, dans le secteur Sikasso, Bobo et Korogo, de manière à créer un environnement favorable à ce que des unités industrielles ou semi-industrielles et différentes activités économiques puissent prospérer dans cette zone-là et puis devenir une locomotive pour nos pays respectifs. Sécurité encore. Un mois après la double attaque terroriste de Ouagadougou, la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance, la COSCA, a été face à la presse ce matin. Au nombre des sujets abordés, on appelle à la vigilance et à l'union sacrée des Burkinabés contre les ennemis du peuple et de la liberté. La COSCA invite par ailleurs les Burkinabés à se doter de brigades de vigilance qui travailleront en étroite collaboration avec les autorités de leur commune dans la lutte contre le terrorisme. Plus de détails dans cet élément signé Michael Toukri. L'État burkinabé, pour régler définitivement la question du procès du putsch manqué de septembre 2015, devrait s'inspirer de la méthode Erdogan. C'est en tout cas la conviction de la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance COSCA.
Nous trouvons que le procès, c'est notre corps défendant, sinon nous on avait une autre manière de résoudre ce problème. C'est ce que Erdogan a fait en Turquie, contre vents et marées, parce que tout simplement, si on décide que la voie constitutionnelle est utilisée pour que nous soyons dans un état de droit pour pouvoir fonctionner ensemble, tous les citoyens doivent enlever de leur esprit les questions putschistes. Ceux qui se mettent à l'écart de l'état de droit, qu'on les applique les textes de l'état d'exception. Ces militaires, en réalité, devraient être passés par une cour martiale. L'armée, dans son règlement est clair. Qu'il y a même des avocats de l'UMOA, des barreaux de l'UMOA, qui veulent venir tenir une conférence de presse ici. Quand ces sicaires tuaient le peuple burkinabé, ces gars du barreau là étaient où? Moi, je pense que le bâtonnier Mamadou n'a pas été interpellé dans les liens de la détention parce qu'il est avocat. Il a été interpellé parce que tout simplement, il a posé un acte qui est en porte-à-faux avec notre état de droit. L'autre tâche noire soulevée par cette organisation de la société civile dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Burkina Faso, c'est l'implication de l'armée française. Et pour la COSCA, la lutte contre le terrorisme nécessite obligatoirement pour le Burkina Faso une stratégie endogène. Michel Rabaud et ses camarades sont donc sceptiques de la mission assignée à la force G5 Sahel. Je suis au regret de vous dire, la France ne peut pas, notre pays ne peut pas vous financer pour votre sécurité. Je suis désolé. Les Français même ont déjà des problèmes économiques, ils sont acculés. Vous pensez qu'ils vont prendre des milliards, venir sécuriser les Burkinabés, en contrepartie, la France va gagner quoi? Si on connaît l'idéologie avec laquelle la France considère ses colonies, si on veut résoudre notre problème là, il faut que nos FDF là travaillent avec la population dans un schéma clair et je pense qu'on aura des résultats. Sinon, G5 là, c'est très beau sur papier, mais je suis étonné. Posez-vous la question pourquoi la Mauritanie n'a jamais été attaquée. Posez-vous la question pourquoi Macron est allé la fois dernière en Mauritanie. Lorsqu'on nous a attaqués, Yadagali, il a revendiqué l'attaque à partir de la Mauritanie. Parmi les pays du G5 Sahel, régulièrement, ces gens-là ont un pays qui les héberge. La COSCA, au cours de cette conférence de presse, n'est pas allée du dos de la cuillère pour dénoncer la fronde sociale dans certaines administrations publiques. Parmi les frondeurs, il y a deux groupes. Ceux qui se battent réellement pour l'amélioration sensible de leurs conditions de vie et de travail et ceux qui sont mis par des menées subversives. La subversion tente partout les moyens d'entretenir un climat hostile dans le but de saper toute base de développement. Ceux qui tirent les ficelles sont dehors et délèguent les objectifs à des militants qui sont sous le couvert de la revendication corporatiste, travaillent à la liquidation de leurs adversaires au pouvoir. La COSCA, dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, invite la population de se doter de brigades de vigilance en vue de parer à toute présence suspecte de personnes mal intentionnées. Et COSCA, toujours pour les premiers responsables de la coordination, tous les malheurs que connaît le Burkina Faso notamment, les attaques terroristes sont imputables au régime de Blaise Compaoré. Explication du président de la COSCA, Michel Rabaud. C'est Bassolé, c'est Guinguéré qui rentraient dans le Sahel malien et qui libéraient les otages et qui prenaient les rançons au vu et au su de tout le monde. Et je ne vous apprends rien. Partout, Compaoré a été appelé pour éteindre un feu, il est arrivé avec son grain de sel pour mettre le feu. Et ça, c'est connu. Vous pouvez revisiter l'ensemble des crises où il a été sollicité. Si Compaoré pense que ce que nous sommes en train de dire, c'est faux, qu'il revienne au pays et que nous allons poser le problème devant lui. Parce que ce qui fait que le peuple burkinabé est en droit de penser que ce que nous vivons est lié au fait que le corridor nord servait de trafic en tout genre, a été fermé avec l'actuel régime, ne permet pas à ces gens de faire des mouvements en tout genre. Non seulement il y a les armes, il y a la drogue, il y a tout ce qui s'ensuit. Et l'actuel régime ne veut pas aller en compromission avec ces cellules terroristes. C'est la raison pour laquelle nous sommes régulièrement attaqués, nous sommes régulièrement harcelés. Donc aujourd'hui, si vous mettez les choses bout en bout, je pense qu'on est en droit de penser et de pouvoir dire affirmativement que ce que nous vivons, en réalité, les deux généraux, plus l'ancien président, sont bel et bien ceux-là qui sont en train d'utiliser leurs finances pour amener ces cellules-là à pouvoir déstabiliser le Burkina. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut qu'on se dise. Blaise est dans la tendance à faire de manière à ce que le peuple burkinabé regrette les 30 octobre
en 2014 pour qu'il y ait un regret de l'avoir mis dehors. Je pense qu'il y a tout cet agenda. C'est quand il a déclaré que voter et ramener le CDP en 2020, c'est mettre fin à l'insécurité que nous sommes en train de vivre. N'oublions pas qu'il était de l'ancien régime. Et s'il était quelqu'un qui utilisait le fait qu'il était de l'ancien régime et la crise sécuritaire que nous sommes en train de vivre, il n'allait pas dire de ramener le CDP en 2020 comme solution. Ipso facto, on est en droit de dire que c'est eux, en réalité, qui sont la base de notre insécurité. Des propos recueillis par Michael Tougri. Fauteuils, lits, table à manger, placards, mobilier de bureau et bien d'autres. Nous partons pour l'avenue Charles de Gaulle où le mur de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, est devenu depuis quelques années un endroit bien connu des Ouagalais pour acheter des meubles de tout genre. Vous les avez sûrement remarqués, des meubles fabriqués sur place. Abdoulaye Konaté, notre reporter, a rencontré le plus ancien de ces commerçants. Voici son reportage. Il est 8h ce mardi matin. Sayouba Ouedraogo vient tout juste d'ouvrir son magasin. Il procède au nettoyage des meubles en attendant les premiers clients. Comme lui, ils sont des dizaines installés tout au long du mur de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, juxtant l'avenue Charles de Gaulle. Sayouba Ouedraogo est l'un des doyens dans le marché des fabriques et de vente de meubles. Ses premiers pas dans ce métier remontent à plusieurs années. Je suis là ça fait depuis 2007. Bon, avec ce métier, et moi j'étais là ici là-bas et je vendais des cartes d'unité. J'ai vu l'endroit là ici, je venais négocier avec ceux qui sont ici, ils m'ont permis de voir l'endroit. Si, ainsi de suite, j'ai appris à prendre la menuiserie et puis je prenais avec les autres aussi, je revendais. Et puis maintenant j'ai fait la menuiserie moi-même et puis je les vends, tapisserie. Ici, on y trouve du tout, ce qu'il faut pour la maison et même des mobiliers de bureau. C'est la tapisserie. J'ai fait des fauteuils rembourrés. Et puis, j'ai fait des fauteuils rembourrés, même ces fauteuils rembourrés pour les fauteuils directeurs, tout est faisable, des lits, des armoires, des tables bureaux, des armoires à linge, les armoires de rangement pour les documents, tout. Et puis les sièges artisanaux confectionnés ici, des sièges visiteurs pour les bureaux. Tout ça, nous le faisons ici. Si l'offre est diversifiée, on se plaint néanmoins de la faible affluence de la clientèle. Souvent, le marché est naze. C'est les 15 et puis la fin du mois qu'on gagne généralement des clients. Mais cette année, depuis 2014 aujourd'hui, là, le marché est naze. Chacun vient, on discute, ils vont venir, ça traîne. On peut faire une semaine même sans vendre une fauteuil. Comme toute activité, la fabrique et la vente des meubles fait également face à des difficultés, nous apprend Sayouba Ouedraogo. Bon, les difficultés que nous rencontrons ici, souvent, c'est des impôts. Quand ils viennent, ils trouvent qu'il n'y a pas de marché, on leur dit, on voulait négocier, payer par tranche. Souvent, quand ils arrivent, c'est problème. Ils n'essaient pas de nous comprendre. Si on dit qu'il n'y a pas de marché, ils ne nous comprennent pas. Ils croient que nous, comme il y a matériel posé seulement, ils croient qu'il y a l'argent. Alors qu'on peut faire des mois même sans vendre quelque chose. Les gens là laissent ce que nous produisons ici et puis ils partent amener pour la Chine et puis Dubaï. Alors que les meubles que nous confectionnons ici, là, c'est à peu près même pareil. Et si on va comparer ce que nous faisons ici et puis ce que les gens importent là aussi, c'est la même chose. Mais les gens là disent que pour nous là c'est peu luxe, alors que c'est luxe. Pour nous là c'est artisanal et puis c'est résistant par rapport aux meubles importés là même. À noter que ce marché a été victime d'incendie en fin décembre 2017. Sayouba Ouedraogo faisait d'ailleurs partie des victimes de ce sinistre. Aujourd'hui, il tente de se reconstruire avec un seul souhait, celui de voir l'État les soutenir, car convaincu que ce secteur peut absorber beaucoup de sans-emploi et du même coup lutter contre le chômage. Et on parle sport dans la suite de ce journal. Nous vous proposons un portrait, celui de Banou Diawara. L'international burkinabé a déposé ses valises depuis janvier 2018 au Maroc où il évolue en première division. Cela après un passage raté en Égypte. À 3 mois environ dans son nouveau club, comment se passe sa carrière? Comment voit-il son avenir avec les étalons du Burkina Faso? Réponse dans cette interview exclusive de Moussa Voubila. L'opportunité, la chance ou le talent, peut-être même les trois. Banou Diawara est l'exemple du travail, de la détermination et surtout de l'ambition. Comme il y a presque 4 ans au Racing Club de Bobo Dioulasso où il a tout explosé.
Ça a été mon club révélateur, ça a été ma maison, ça sera toujours ma maison. Parce que j'ai été formé au RCB et au RCB, les Burkinabés m'ont connu. Donc je garde toujours des bonnes relations, des bons souvenirs de ce club. En finissant 2 fois meilleur buteur du Faso Foot, l'Algérie sourit à Banou avec la JS Kabylie, où tout de suite il devient le buteur maison. Meilleur buteur du club en une saison, toute l'Afrique du Nord veut s'arracher Banou, qui atterrit finalement à Sémoua en Égypte, là où tout va se compliquer. Les statistiques de Banou sont en deçà des attentes en Égypte. Plusieurs fois remplaçant, Banou est agacé. Je ne me suis jamais adapté. Je ne me suis jamais adapté. En aucun jour, je me suis senti à l'aise. Je ne sais pas si c'est la langue, je ne sais pas si c'est la culture, je ne sais pas. Demandant à partir, c'est au Maroc que Banou va finalement déposer ses valises. Au Maroc, avec le phare, depuis janvier 2018, Banou Diawara a retrouvé le sourire. Je me sens bien au Maroc. Sincèrement, au Maroc, j'ai retrouvé le sourire. On joue au football. On joue vraiment au football au Maroc. C'est très technique, c'est très tactique. Mes objectifs personnels, c'est de jouer assez de matchs et marquer assez de buts. Ça, c'est mon objectif personnel. C'est d'aider aussi l'équipe à gagner une place en campagne africaine l'année prochaine. Mais l'autre aspect de Banou Diawara reste son apport en équipe nationale du Burkina. Le joker, le sauveur, bref, il a été plus d'une fois décisif avec les étalons malgré peu de temps de jeu. Si je ne suis pas prêt à jouer, ce n'est pas la peine que je vienne. Si je ne suis pas prêt à jouer, dans la tête, je ne vais pas jouer, ce n'est pas la peine que je vienne. Même si je ne joue pas assez comme je le souhaite, mais je suis là à tout moment aussi que le coach, l'équipe a besoin de moi, j'ai toujours répondu présent. Aujourd'hui, si je suis titulaire, je vais jouer. Si je ne le suis pas aussi, c'est pas grave, c'est à moi de me battre, c'est à moi de montrer au coach que je peux être titulaire. À 26 ans, Banou Diawara, fan de Moumouni Dagano, veut à jamais conquérir une place de premier numéro 9 des étalons. Actualité internationale, je vous le disais en titre, le Yémen est selon les Nations Unies le pays qui vit actuellement la pire crise humanitaire. L'ONU appelle à l'aide pour un pays en état d'agonie. Il faudra environ 2 milliards d'euros pour tenter de sauver la population. La guerre au Yémen dure depuis 3 ans et a déjà fait plus de 10 000 morts. La détresse, la pauvreté, la souffrance, toutes les images tournées au Yémen sont dans la même veine. Le Yémen est actuellement la pire crise humanitaire dans le monde, selon les Nations Unies. Lors d'une conférence des donateurs organisée ce mardi à Genève, l'ONU leur a donc demandé près de 2,5 milliards d'euros pour venir en aide aux quelques 13 millions de Yéménites qui survivent comme ils le peuvent dans leur pays. Plus des 3/4 sont au bord de la famine et chaque famille porte les stigmates d'une guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Un conflit qui oppose les rebelles chiites Houthis aux forces gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite et ses alliés et qui a déjà fait près de 10 000 morts et plus de 54 000 blessés, dont de nombreux civils. L'appel de l'ONU intervient d'ailleurs au lendemain d'une attaque de la coalition saoudienne lundi à Hodeïda, dans l'ouest du Yémen. Un raid dans lequel de nombreux enfants sont morts, ont été déclarés disparus ou ont été gravement blessés. Une attaque qualifiée par l'ONU de l'une des pires sur des enfants depuis le début de l'escalade du conflit en mars 2015. L'ex-président du Brésil ira-t-il en prison? Condamné à 12 ans de prison pour corruption, Lula da Silva doit être fixé demain, mercredi, sur sa demande de ne pas être emprisonné tant qu'il n'a pas épuisé tous les recours judiciaires. Il joue sa dernière carte si sa demande a été refusée. L'idole de la gauche brésilienne, favori du scrutin présidentiel prévu en octobre, n'aurait d'autre option que de rejoindre l'un des pénitenciers du pays.
Lula ira-t-il en prison? La tension est à son comble au Brésil à 2 jours du jugement pour corruption de l'ex-président du pays et à 6 mois de l'élection présidentielle la plus imprévisible de ces dernières décennies. La présidente de la Cour suprême du Brésil appelle au calme. L'ex-président, lui, se dit victime de la persécution des élites. Je veux juste que la Cour suprême rende justice. Je ne veux en tirer aucun bénéfice personnel. Et je veux qu'elle indique quel crime j'ai commis. Entouré de 2000 partisans à Rio de Janeiro, il a une fois encore clamé son innocence. En janvier, l'ex-président brésilien a été condamné en appel à 12 ans et 1 mois de prison pour avoir accepté un triplex au bord de la mer de la part d'une entreprise de BTP. Une entreprise impliquée dans le gigantesque scandale autour du groupe public Petrobras. Invoquant l'absence de preuves, l'ex-président du Brésil nie toujours. Et puis, aux États-Unis, l'administration Trump a décidé d'assouplir les normes anti-pollution des voitures particulières, normes pas encore en place mais fixées sous Barack Obama. Cet assouplissement à venir risque de déclencher une bataille politique et juridique avec la Californie qui ne veut pas y renoncer et fixe même des normes plus dures aux constructeurs en matière de consommation de carburant des véhicules. L'administration Trump a décidé d'assouplir les normes anti-pollution des voitures particulières, normes pas encore en place mais fixées sous Barack Obama. Cet assouplissement à venir risque de déclencher une bataille politique et juridique avec la Californie qui ne veut pas y renoncer et fixe même des normes plus dures aux constructeurs en matière de consommation de carburant des véhicules. C'est l'agence de protection de l'environnement, l'EPA, qui affirme que les conclusions d'Obama étaient erronées, qu'elles avaient été menées trop rapidement pour des raisons politiques et qu'elles fixaient des normes trop élevées compte tenu de la réalité. Ces normes faisaient partie du plan climat de Barack Obama. En 2012, il s'était fixé comme objectif de réduire la consommation de pétrole de 12 millions de barils en obligeant les constructeurs à avoir une moyenne de consommation de 4,32 litres au 100 km d'ici 2025, ce qui lui permettait de réduire les émissions de CO2 de 6 milliards de tonnes. Et retour au Burkina pour un tour d'horizon des quotidiens burkinabés. C'est la revue de presse de Maxime Bambara et elle porte la voix de Wassina Touzongrana. Pour sa première parution de la semaine après Pâques, Sidoya informe que les rideaux sont tombés sur la 19e édition de la Semaine nationale de la culture SNC dans la soirée du vendredi 30 mars 2018 à Bobo-Dioulasso. Et c'est dans l'enceinte de la Maison de la Culture Anselme Titia Massanou que le président du Faso a marqué la fin des activités de la fête de la culture burkinabé par 3 sons de balafon, précise le journal. Se réjouissant du bon déroulement de cette 19e édition, le président Roch Kaboré a salué la mobilisation de tous les acteurs, soulignant que tous méritent les félicitations et la reconnaissance du Burkina Faso pour le succès de cette activité. Des acteurs qui, rapporte le journal, ont du reste souhaité faire de la SNC le laboratoire d'une politique économique de la culture. Un souhait qui conforte le ministre de la Culture Abdulkarim Sango dans sa déclaration dans le journal Aujourd'hui au Faso, selon laquelle la culture peut et doit contribuer énormément à l'accroissement de la richesse nationale et la lutte contre le chômage. Ce quotidien poursuit en informant que le président du Faso a pris l'engagement de faire construire la cité des artistes d'ici à 2020 et de faire la promotion des œuvres distinguées au plan national et international. Consacrant sa une à la dernière sortie médiatique du Parti pour l'indépendance, le travail et la justice PITJ, l'Obs note que Souman Touré a tiré à boulet rouge sur Roch et le Moro. À l'écouter, rien ne va dans ce pays toujours géré par ceux qu'il qualifie de forces obscures et rétrogrades du centre, le Moro Naba en tête et dont le dessein a toujours été d'imposer au reste du peuple l'ethnie Mouaga du centre, indique le journal. Mais comme le rappelle et souligne l'Obs, c'est du Souman. Emboîtant les pas de Souman Touré, le président du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, déclarera dans une interview qu'il a accordée au journal Le Pays que le président Roch Kaboré et le MPP sont arrivés au pouvoir sans être préparés à le gérer. Et dans sa rubrique Baromètre, Le Pays nous apprend que dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015, 2 avocats de la défense ont jeté l'éponge. Maître Issaka Zampaligré et Maître Alidou Ouedraogo, tous 2 avocats de la défense ont quitté la salle d'audience les 30 et 31 mars dernier avant que le président du tribunal ne procède à la suspension de l'audience qui reprendra le 6 avril prochain. Le journal conclut par ailleurs que 9 prévenus sont sommés de rentrer au plus tard le 9 avril prochain.
Et c'est la fin de ce journal, une édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Restez avec nous et surtout notez bien, dès demain, votre télévision Tru TV passe sur le canal 254 du bouquet Canal+. Bonsoir.